Mon père a arraché la couverture pendant que je dormais. Il l'a serrée contre sa poitrine à 2 heures du matin. Quand j'ai crié et exigé qu'il s'éloigne de ma fille, il m'a souri. La famille ne devrait pas se cacher de la famille. Je me suis retournée et je suis partie. C'était il y a 3 ans. Hier, la police l'a arrêté. Menotté, il marmonnait encore des choses sur des portes. Depuis ma naissance, notre maison avait une politique de porte ouverte. Mais chez lui, ça voulait dire, aucune porte fermée. Sinon, il l'arrachait et la brûlait. J'avais 5 ans quand il a démonté la porte de ma chambre. Parce que je jouais avec mes poupées derrière une porte fermée. Même mes jouets ont fini dans les flammes ce soir-là. Ma mère? Elle disait juste qu'il avait peur des dangers cachés. À 14 ans, pour mon anniversaire, j'ai organisé une soirée pyjama. Mais quand mes amies ont vu la maison sans porte, elles ont eu peur. Mon père faisait des rondes de sécurité toutes les heures avec une lampe, et exigeait qu'on tourne sur nous-mêmes pour vérifier nos vêtements. Elles sont toutes parties. Le lendemain, j'étais la fille bizarre à l'école. Isolée. Honteuse. À 16 ans, il m'a réveillée en arrachant ma couverture. Il disait chercher de la contrebande. Ma mère a essayé d'intervenir. Il l'a frappée. Le lendemain, elle avait un bleu. Et une caméra était installée sur le cadre de ma porte. À 17 ans, je suis partie à l'université avec un sac à dos et je ne suis plus jamais revenue. Pendant 20 ans, pas de contact. Jusqu'à ce que je décide de présenter ma fille, âgée de 12 ans, à ma mère. Pas à lui. J'ai supplié ma mère de le tenir à distance. Mais à 2 heures du matin, ma fille s'est réfugiée dans mes bras, en larmes. Papy m'a touché les cheveux pendant que je dormais. Je me suis levée. La couverture qu'on avait accrochée pour un peu d'intimité? Arrachée. Il dormait, la couverture contre sa poitrine. Ma mère est sortie de la salle de bain, visiblement épuisée. Elle m'a supplié de pardonner. Elle n'avait pas dormi paisiblement depuis des décennies. Elle utilisait même des seaux dehors, parce qu'il surveillait les toilettes. Je lui ai demandé pourquoi elle ne l'avait jamais quitté. Elle a dit, parce que je l'aime encore. C'est là que j'ai compris, je devais l'arrêter moi-même. J'ai étudié la loi. Installé des caméras. Documenté tout. Des vidéos de lui en train d'enlever des portes à 3 heures du matin. Devenir agressif lors des réunions de famille. J'ai alerté les services sociaux. Quand ils sont venus, il a attaqué l'assistante sociale. Il hurlait, les portes sont des pièges. Il a été interné. La porte de l'établissement s'est refermée sur lui. Une vraie porte. Qu'il ne pouvait pas retirer. 3 ans de silence. Puis un jour, à l'hôpital, une infirmière m'a dit. Votre père a été libéré la semaine dernière. Je suis restée figée. Libéré? Par qui? Elle a regardé sa tablette, votre mère a signé les papiers. Je me suis précipitée vers la vieille maison. Et là, j'ai vu, la porte d'entrée avait disparu. Complètement. Comme avant. Ma mère m'a regardée, les yeux remplis de larmes. Je suis désolée. Il avait promis qu'il allait mieux. Il était dans ma vieille chambre. Je suis montée. Il était là, à genoux, entouré de planches. Il m'a regardé, les yeux brillants de folie. Tu es revenu. Je me préparais. Pas de porte. Plus de mensonges. Il s'est levé, essuyant la sueur de ses genoux. Ta mère m'a parlé de ta fille. Ma petite fille a besoin de protection, elle aussi. Un frisson glacé m'a parcouru le dos. Tu restes loin d'elle. Mais c'est la famille. Et la famille doit être protégée. Il s'est approché. J'ai reculé vers le cadre vide de la porte. J'ai fait des erreurs. Mais maintenant je comprends. Les médecins m'ont aidé. Ce n'est pas les portes qu'il faut enlever. C'est les barrières entre nous. J'ai sorti mon téléphone, prête à appeler la police. Il l'a arraché de ma main. Pas d'interférence extérieure. Ils ne comprennent pas. Ils m'ont enfermé. Mais ta mère, elle, savait. Elle m'a ramené à la maison. Ma mère est apparue au bas des escaliers. On devrait parler. Comme une famille. Mon père s'est illuminé. Oui. Une réunion de famille. Sans barrière. Sans secret. Ta fille devrait être là. Quand finit-elle l'école? Jamais, ai-je répondu. Elle ne reviendra jamais ici. Son regard s'est assombri. Tu ne peux pas me la cacher. Cacher crée le danger. Le docteur l'a dit, mes instincts étaient justes,
juste mal orienté. J'ai essayé de descendre, mais il a saisi mon bras. Tu es parti 20 ans. 20 ans de porte fermée. Tu sais ce que ça a fait à ta mère? À moi? On va réparer ça. Maintenant. Je me suis libérée. Ma mère m'attendait près de l'entrée. Où ce qu'il en restait. Le vent froid soufflait à travers le vide. Comment as-tu pu? Il est différent maintenant. Le traitement l'aide. Il n'a blessé personne. Il a enlevé la porte d'entrée. C'était mon idée, dit-elle à voix basse. J'ai pensé que s'il voyait que je comprenais, il se contenterait de celle-là. Un rire étrange est venu d'en haut. Une porte? Oh, ma chérie. On ne fait que commencer. Toutes les portes ici. Puis dans sa maison. Ma petite fille doit être en sécurité. Visible. Sans cachette. Maman, il faut que tu comprennes. Ce n'est pas la guérison. C'est le même délire. Juste avec de nouveaux mots. Elle s'est reculée, c'est sa maison. Je suis sa femme. Pour le meilleur. Et pour le pire. Ce n'est pas une maladie. C'est un danger réel. Mon père est réapparu en haut, boîte à outils en main. Il me faut ton adresse, a-t-il dit. Pour sécuriser les portes. Je vais commencer par l'extérieur. Tu ne remarqueras même pas. J'appelle la police. Mais mon téléphone était encore là-haut. Vas-y, a-t-il dit. Je ne suis plus sous curatelle. J'ai des droits. Le droit de savoir où vit ma fille. Le droit de protéger ma petite fille. Le téléphone de ma mère était sur la table. J'ai couru vers lui. Trop tard. Il l'a attrapé et l'a glissé dans sa boîte. Pas d'interférence extérieure. C'est une affaire de famille. Je me suis précipité dehors. Il m'a suivi du regard, debout dans l'encadrement vide. Le sourire qu'il avait autrefois. Celui qui me hantait. À l'école, j'ai attendu ma fille. Mon cœur battait à tout rompre. Elle est montée en voiture, joyeuse. Je lui ai souri. Faussement. Mais ce soir-là, j'ai vérifié chaque serrure 3 fois. Et le lendemain matin. La porte principale de notre immeuble était grande ouverte. Le concierge m'a dit, quelqu'un a bloqué la serrure cette nuit. Rien n'a été volé. Juste. Forcé. Je savais. Sans même le voir. Je savais que c'était lui. Il était à l'épicerie quand on faisait les courses. Toujours dans l'allée voisine. Son chariot plein d'outils. Un jour, je l'ai trouvé en train de parler avec notre voisine âgée. Il lui expliquait que sa serrure était trop vieille. Dangereuse. Ma mère appelait de moins en moins. Et quand elle le faisait, sa voix sonnait vide. Elle m'a dit qu'il avait installé des caméras dans toute la maison. Elle ne pouvait même plus aller aux toilettes sans être observée. Elle dormait parfois dans sa voiture. Mais il la retrouvait toujours. Les voitures sont dangereuses, avec leurs portes verrouillables. Disait-il doucement. J'ai commencé à tout documenter. Photos, vidéos, dates, heures. Mais sur le papier, ça semblait bénin. Un grand-père inquiet. Un père soucieux de la sécurité. Qui verrait le danger là-dedans? Le déclic est venu d'un endroit inattendu. Théo, le portier de notre immeuble, m'a prise à part. Il avait remarqué cet homme étrange. Il avait même postulé pour travailler ici, comme expert en sécurité. Théo a commencé à noter chaque apparition. Comportement, horaire. Il a prévenu discrètement les autres employés. Mais ce n'était pas suffisant. Mon père s'est adapté. Il envoyait des colis à notre appartement, dépliants de sécurité, cache-prise, rien de dangereux. Alors il a commencé à les envoyer à l'école de ma fille. Après le 3e colis, l'école a émis une interdiction officielle. Petite victoire. Mais je savais qu'il allait juste changer de cible. Et j'avais raison. Il s'est remis à harceler ma mère. Un soir, elle m'a appelé en larmes. Il avait retiré les portes de sa voiture pendant qu'elle faisait les courses. Les avait posées à côté, bien empilées. Avec une note, les espaces fermés sont dangereux. Les policiers sont venus. Mais que pouvait-il faire? Il avait même ajouté du matériel sécurisé. Techniquement, il améliorait sa voiture. Je suis allé la chercher. La maison était pire que jamais. Plus de portes. Certaines fenêtres retirées. Des barreaux à la place. Je l'ai convaincue de venir chez moi quelques jours. Elle a fait sa valise. Lui? Il observait calmement.
Les séparations temporaires aident à traiter les émotions. Sa voix douce était plus effrayante que la colère. Avoir maman chez nous a tout changé. Ma fille était ravie. Et pendant un moment, j'ai cru que ça irait. Mais il n'a pas supporté. Il appelait à toute heure. Quand on ne répondait pas, il laissait des messages interminables. Famille. Unité. Danger de l'isolement. J'ai changé de numéro. Il a retrouvé le nouveau en quelques jours. Puis est venue la lettre du propriétaire. Plusieurs voisins s'étaient plaints d'un homme qui mesurait leur porte. La patience du propriétaire touchait à sa fin. Chaque solution créait un nouveau problème. Chaque sortie était bloquée par son obsession. Maman devenait plus silencieuse chaque jour. Rongée par la culpabilité. Le moment décisif est arrivé un mardi. J'avais pris un jour de congé pour chercher un appartement plus sécurisé. Maman gardait ma fille. Jour pédagogique à l'école. Je n'étais partie qu'une heure. Maman m'a appelé, paniquée. Il est là avec un entrepreneur. Il dit que tu as commandé le retrait de la porte. Quand je suis arrivée, c'était le chaos. L'entrepreneur, un grand costaud nommé Théodore, bloquait mon père. Ma fille était enfermée dans la salle de bain. Mon père restait calme. Je voulais juste aider. L'entrepreneur s'est excusé. Il avait reçu une fausse commande. Payée en liquide. Mais cette fois, la police l'a pris au sérieux. Fausse commande égale fraude. Et avec tout ce qu'on avait déjà rapporté, c'était enfin suffisant. On a obtenu une ordonnance restrictive. Mais un bout de papier n'arrête pas une obsession. Il restait à 501 pieds de l'école de ma fille. Envoyait des fleurs, des cartes sur l'unité familiale. Maman souffrait. Malgré tout, elle culpabilisait. Il n'a pas toujours été comme ça. C'est venu petit à petit. J'ai commencé une thérapie pour moi et ma fille. La psy, le docteur Margaret, nous a aidés à comprendre le traumatisme. Elle nous a aussi mis en contact avec d'autres familles. Savoir qu'on n'était pas seul, ça aidait. Mais lui, il est devenu encore plus actif. Il a créé un blog. Thème ? Les dangers des portes. La rupture familiale. Jamais de nom. Mais les détails étaient clairs. Il a gagné quelques fans. L'un d'eux vivait dans notre immeuble. J'ai trouvé des tracts de sécurité collés dans les couloirs. La direction ne pouvait pas prouver qui les posait. Mais je savais. J'ai consulté une avocate. Elle a été honnête. Le blog était protégé par la liberté d'expression. Et sans violation claire, il n'y avait pas grand-chose à faire. Maman, elle, dépérissait. Insomnie. Perte d'appétit. Un matin, je l'ai trouvée debout, face à notre porte d'entrée. Je veux comprendre, a-t-elle dit. Peut-être que si je comprends, je pourrais le réparer. C'est là que j'ai compris. Elle avait aussi besoin d'aide. Peu à peu, maman comprit, ce n'était pas sa faute. Elle ne pouvait pas l'aimer assez fort pour le guérir. Mais le blog devenait plus inquiétant. Papa publiait des théories sur des complots du gouvernement, sur des enfants lavés du cerveau contre leurs parents. Ses abonnés étaient d'accord. Ils partageaient leurs histoires d'ordonnances abusives et d'accusations mensongères. Je les signalais partout. Mais ils restaient dans les règles. Pas de menaces directes. Juste. Toxique. Puis un jour, Théo m'a appelé. Le disciple de papa, celui de notre immeuble, avait été surpris en train d'essayer de démonter la serrure de l'entrée. Il parlait de sécurité, de transparence. Comme papa. La police l'a interrogé. Il a avoué être en contact régulier avec mon père. C'était la preuve qu'on attendait. La justice a étendu l'ordonnance, plus de contacts, même indirects. Mais je savais. Ce n'était pas fini. L'obsession de papa survivait à tout. Maman a fait un choix difficile. Demander le divorce. Quand elle lui a remis les papiers, il a souri. Le divorce ? Une autre porte à retirer. Nous avons renforcé la sécurité. Ma fille a appris l'autodéfense. On faisait des exercices d'urgence. Ça paraissait extrême, mais c'était notre réalité. Puis papa a tenté l'impensable. Il a demandé un droit de visite en tant que grand-père. Le tribunal a rejeté. Mais encore une fois, on devait aller au tribunal, vivre le stress, la peur. Ma fille, maintenant 13 ans, tenait bon.
Elle était vigilante, forte. Mais je voyais l'impact. Un soir, elle m'a demandé. Maman, papy a toujours été comme ça? Je lui ai dit la vérité. Que la maladie mentale est complexe. Et que parfois, la peur prend toute la place. Et si ça nous arrivait à nous? J'ai dit non. Parce qu'on demande de l'aide. Parce qu'on se soigne. Mais sa question me hantait. Combien de nos choix étaient dictés par la peur? Maman avait entendu. Et cette nuit-là, elle est venue me voir. Assez, a-t-elle dit. Il ne contrôlera plus nos vies. On a agi. Ensemble. Repris le pouvoir. Réseau de soutien, groupe communautaire, nouvelle routine. Plus forte. Plus libre. Mais papa testait toujours les limites. Jusqu'au jour où il a disparu. Plus de blogs. Plus de lettres. Plus rien. J'étais soulagée. Mais aussi inquiète. Le silence était pire. Théo m'a parlé d'un nouvel employé d'entretien. Toujours une casquette. Toujours la nuit. S'intéressait aux serrures. On a vérifié les caméras. Flou. Mais je reconnaissais ses gestes. La police a été appelée. Mais il s'était déjà volatilisé. Le nom, l'adresse, fausse identité. Le soir même, des marques autour de notre serrure. Pas pour forcer. Pour mesurer. Ma fille a vu. Elle a compris. Elle a fait son sac sans que je dise un mot. Maman aussi avait trouvé des marques chez elle. Théodore les a examinées, mesures précises pour retirer des portes. On est parti. Refuge, une cabane isolée. Bois, sécurité, calme. 2 semaines de paix. Jusqu'au mardi après-midi. Un éclat de lumière dans les arbres. Puis un reflet. Jumelle? Caméra? J'ai fermé doucement l'ordinateur. Ma fille a compris. On a pratiqué ça. Chaussures. Sac. Voiture. Ne pas se retourner. Mais la voiture ne démarrait pas. Capot forcé. On a pris le sac d'urgence. Foncé vers la forêt. Il y avait un poste de garde à 3 kilomètres. Derrière nous, des bruits. Perceuse. Marteau. Ils démontaient la cabane. Comme avant. Mais cette fois, ils étaient plusieurs. Pas seulement papa. Des voix. Des croyants. Des fidèles du blog. Ils criaient nos noms. On veut juste parler. Ma fille a montré un sentier caché. Un qu'elle avait découvert seule. Elle ouvrait la voie. On a trouvé un ruisseau. Elle est entrée sans hésiter. L'eau masquait nos traces. On a marché dans l'eau. 1 demi-heure. Puis grimpé de l'autre côté. Silence. Un chemin de service, inconnu. Elle l'avait vu pendant ses explorations. On a suivi la lisière. Ça menait à une vieille tour de guet. On a grimpé. En haut, un peu de réseau. J'ai appelé les secours. Restez cachés. On arrive dans 20 minutes. En bas. Des silhouettes. Ils avaient retrouvé notre trace. Papa est sorti de la forêt. Boîte à outils en main. Derrière lui, 6 autres. Tous avec des outils. Tous convaincus. Ils ont encerclé la base de la tour. Papa a levé la voix. Réconciliation. Famille. Les tours sont juste des portes élevées. Ses fidèles acquiesçaient. Ils sortaient cordes, échelles, outils. Ils comptaient monter. Ma fille a trouvé le verrou d'urgence de la trappe. Ancien, mais fonctionnel. Nous l'avons verrouillé. Juste au moment où la première échelle touchait la tour. La structure tremblait. Plusieurs grimpaient en même temps. Je tenais ma fille dans mes bras. Elle enfouit son visage contre moi, sans pleurer. Enfin, des sirènes. En bas, les voix se disputaient. Certains voulaient continuer. D'autres voyaient que c'était fini. Des voitures de police sont arrivées. Puis d'autres, par les sentiers. Les agents ont encerclé la tour, armes levées. Ordre clair, lâchez les outils. La plupart ont obéi. Le charme était rompu. Mais papa restait là. Sa boîte à outils contre sa poitrine. Le face-à-face a duré 10 minutes. Il parlait encore de porte. De sécurité. De famille. Quand les agents ont tenté de l'approcher, il a reculé. Sa boîte est tombée.
des marteaux, des tournevis, et, des photos. De ma fille. De notre appartement. De chaque porte franchie ces dernières semaines. Ils ont arrêté les 7. Papa n'a pas résisté. Il parlait encore. Transparence. Protection. Famille. Ses fidèles semblaient perdus. Sans leur chef. Un officier est monté nous voir. Ma fille a enfin pleuré. La presse est enchaînée rapidement. Les adeptes, inculpés pour complot, harcèlement, tentative d'enlèvement. Papa, violation, coordination d'harcèlement, préméditation. Cette fois, la justice l'a pris au sérieux. Le blog. Les plans. Les recrues. L'évaluation psychiatrique était obligatoire. Le verdict. Trouble délirant de type persécutif avec obsession sévère. Les médicaments n'étaient plus optionnels. Maman a témoigné. Moi aussi. Même d'anciens adeptes ont avoué. Ils nous faisaient croire qu'on sauvait des familles. Le juge a ordonné son internement à long terme. Aucune sortie sans décision de justice. Je l'ai vu partir. Plus petit. Plus vieux. Ces mots n'avaient plus de pouvoir. La porte blindée s'est refermée. Aucune clé ne l'ouvrirait de l'intérieur. Ma fille a commencé une thérapie avec le docteur Margaret. Le traumatisme était profond. Mais elle était forte. Maman a continué sa guérison avec Théodore. Ils se sont mariés. Discrètement. Sereinement. On a déménagé. Nouvel appartement. Meilleure lumière. Des portes qui ferment de l'intérieur. Ma fille les a testées chaque soir. Puis, elle a oublié de vérifier. Le blog a été supprimé. Les adeptes, dispersés. Certains ont demandé de l'aide. D'autres ont changé d'obsession. Théo travaille toujours dans l'ancien immeuble. Vigilant. Présent. La vie normale est revenue, lentement. Des films sans peur. Des soirées pyjama sans plan d'évacuation. Mais guérir n'est pas linéaire. Un soir, ma fille m'a demandé. Tu crois qu'il ira mieux un jour? Je lui ai dit la vérité. Certaines maladies sont trop ancrées. Mais on peut se protéger. On peut décider de combien de place on leur laisse. Elle a hoché la tête. Peut-être. Un jour. J'irai le voir. J'ai répondu. Quand tu te sentiras prête. Peut-être. Pas du pardon. Mais une reconnaissance. Il était malade. Pas simplement mauvais. Maman a retrouvé d'anciennes photos. Papa, jeune. Installant notre première porte. Fier. Normal. L'obsession est venue doucement, a-t-elle dit. Tellement doucement. Que je n'ai pas vu avant qu'il ne soit trop tard. On a créé de nouvelles traditions. Dîner du dimanche chez maman et Théodore. Voyage pendant les fêtes. Des lieux où papa n'avait jamais mis les pieds. Ma fille s'est fait de nouveaux amis. Elle leur a raconté. Avec calme. Mon grand-père est dans un hôpital psychiatrique. Ils ont accepté. Comme une histoire de famille parmi d'autres. La peur ne part jamais complètement. Certains bruits me figent encore. Ma fille préfère les chambres avec vue sur la rue. Maman dort encore avec une lampe allumée. Mais on vit avec. Comme une cicatrice. Présente. Supportable. 2 ans ont passé. Papa est resté interné. Stable. Mais inchangé. Il écrivait des lettres. Personne ne les envoyait. Ma fille a grandi. Plus forte. Plus libre. Elle veut devenir avocate. Aider d'autres familles. Parfois, je passe devant l'établissement. Je ne m'arrête pas. Je regarde. Et je repars. Maman et Théodore ont bâti une vraie paix. Leur maison a des portes qui se ferment. Des serrures. Du respect. De l'amour. Ma fille posait moins de questions. L'histoire devenait. Le passé. Un souvenir. Une leçon. Un chapitre fermé. Et un jour, j'ai vidé le sac d'urgence. Rangé les papiers. Les vêtements. Le sifflet. Parce qu'on n'en avait plus besoin. La vie avait repris sa place. Les peurs reculaient. Les rires prenaient le dessus. On avait survécu. Et maintenant, on vivait.